pas encore abordé, parce qu'on a encore nos anciens systèmes de pensée, mais qu'il va falloir mettre en œuvre. Et donc il va falloir repenser complètement le système de formation professionnelle. Il va falloir le repenser à travers le parcours de l'individu, à travers la vie de l'individu, à travers son droit à développer réellement ses compétences. Et si on arrive à cela, on se moque des 150 heures, on se moque du financement, parce que ça rentrera dans les mentalités et on deviendra un pays normal. On ne deviendra pas un pays comme on l'a été jusque-là, qui a été obligé d'être assisté avec des bons côtés, hein, parce que la mutualisation a permis aussi de développer un certain nombre de choses, mais on deviendra un pays où les entreprises seront responsables. Et là, quand vous parlez de la gouvernance au sens des entreprises, je reboucle avec ce que je disais, vous comprenez pourquoi la RH est un problème de direction générale et pas le problème d'un DRH. C'est un problème de stratégie d'entreprise. Donc, face à ces enjeux-là, la formation professionnelle va avoir des exigences à l'égard des organismes de formation et des formateurs, et peut-être des coachs, qui vont être la reconnaissance de leur qualité. La reconnaissance de cette qualité, elle va se faire à travers plusieurs biais. Elle va se faire à travers la capacité des organisations à s'adapter aux nouveaux enjeux. Par exemple, créer des parcours modulaires, à développer des systèmes de reconnaissance, à développer des qualifications professionnelles. Alors il faudra faire attention, parce qu'on a déjà un RNCP avec 15 000 titres et diplômes qui fait que c'est absolument illisible, hein, parce que vous avez, je sais pas, peut-être 10 titres d'assistante médicale, 22 titres de vendeur, etc. Donc on ne sait plus très bien qui est quoi. Mais c'est vrai qu'on génère pléthore de titres et de diplômes, puisque pour pouvoir financer une formation, il faudra que le titre soit reconnu. Donc il va falloir beaucoup travailler sur l'ingénierie de la formation. Chose pour laquelle beaucoup d'organismes de formation ne sont pas prêts. Parce que là aussi, on a inventé la formation sur un modèle qui était éprouvé, qui était celui de l'éducation nationale. Mais il n'y a guère qu'en France qu'on est encore en phase de salle de classe. Il n'y a guère qu'en France qu'on commence à découvrir que le multimédia est un média intéressant, pas pour faire des cours, mais pour faire du knowledge management, pour faire du partage, pour faire de l'assistance à distance, pour faire du complément de formation, pour faire de la révision, etc. Donc on commence à découvrir qu'il va falloir mixer les médias avec le face-à-face. Il ne s'agit pas, parce qu'en France on a toujours tendance à être très manichéen, c'est blanc ou c'est noir, c'est tout le multimédia, c'est le AO ou c'est le face-à-face. Non, non, ça va être les deux. Et d'ailleurs, je vais quand même envoyer des fleurs à l'éducation nationale pour le coup. Eh bien, l'éducation nationale a largement devancé aujourd'hui les organismes privés dans l'investissement dans les médias, parce qu'ils s'en sont donné les moyens. Nous, on est devenu un peu miséreux. Donc, il y a une grosse réflexion sur la réingénierie de la formation pour répondre aux futures exigences. L'autre aspect, c'est que, excusez-moi, c'est que l'individu va devenir le consommateur de la formation. On a souvent dit que les stagiaires avaient des comportements de consommateurs. Ouais, il y a des comportements de bénéficiaires. Si là, ils deviennent consommateurs, ça va faire comme dans les autres pays. Brésil. Brésil, vous n'avez pas un salarié qui ne s'inscrirait pas en formation du cours du soir. Tous les salariés sont dans des licences, des masters, etc. Sans ça, on n'est pas à la mode. C'est carrément un phénomène de mode. Aux États-Unis, l'individu s'achète sa formation. Vous vous doutez bien que quand il est responsable de son achat de formation, il n'agit plus du tout de la même façon. Son implication n'est plus la même, et son niveau d'exigence par rapport à la qualité de la formation n'est évidemment plus du tout la même. Donc, on va avoir des consommateurs qui vont changer. Il faut aussi s'y préparer. Ceci étant, ça ne va pas se faire tout à fait demain, puisque nous, en vision prospective et organisationnelle de ce marché-là, et on travaille avec AGFOS là-dessus, on se dit au mieux 5 ans. Au pire, 25 ans. Mais au mieux 5 ans, parce que y a des jeunes générations, dont certains sont ici, qui de toute façon vont pousser. Eux, ils vont aller dire à leurs collègues, ou pas le dire, parce qu'ils vont en profiter pour eux, mais ils vont aller dire dans les entreprises, pardon, je suis vraiment désolé, je crois que c'est la pollution ambiante qui fait que j'ai plus de voix, ils vont aller dire à leurs collègues qu'il y a d'autres moyens de se former, il y a d'autres moyens d'acheter la formation, etc. etc. Bon. Donc, au milieu de tout cela, se trouve notre métier, votre métier. Alors quand je dis notre ou vôtre,
À titre personnel, jusqu'à temps que je rencontre Thierry, moi je disais, je ne suis pas un coach. Voilà. C'était notre première discussion en disant, non, je ne vais pas intervenir, mais moi je ne suis pas un coach. Pourtant, il se trouve que ma formation, je suis un peu passé par psy, alors pas à Vincennes, hein, c'était les fous à mon époque. J'étais à Villetaneuse, en expérimental. Et un jour, j'ai eu un professeur qui est venu nous faire une petite présentation, toute courte, mais très passionnante. Et ce monsieur s'appelait Vincent Lénart. Ça remonte à, il y a très longtemps, à une époque où on ne savait pas du tout ce qu'avait fait monsieur Berne. Donc, il se trouve que je me suis évidemment beaucoup intéressé à l'analyse transactionnelle, puis ensuite j'ai rencontré un autre monsieur qui s'appelait Alain Quérol, donc je suis passé par la PNL, et puis après, comme tout le monde, j'ai fait quelques autres écoles pour voir un peu de quoi il s'agissait. Et puis, j'étais quand même assez jeune quand j'ai fait tout ça, et je vous avoue que j'ai eu un peu peur du pouvoir que cela me donnait. Ce qui m'amenait à penser qu'on ne devrait pas avoir le droit d'être coach avant 40 ou 50 ans, c'est-à-dire avant d'avoir pris un petit peu de recul. Mais j'avais un pouvoir de manipulation sur les autres tout à fait extraordinaire. Et donc on comprend pourquoi il y a une règle et une charte éthique qui est toujours très difficile à respecter. Et si je ne me suis pas intitulé coach, c'est parce que justement je me sentais pas à l'aise dans cet environnement-là. Et puis il y avait une autre règle que je ne pouvais pas respecter en termes d'éthique, et que je ne peux toujours pas respecter, c'est que j'aime travailler avec des gens que j'aime. Et donc, comme il ne faut pas créer de relations amicales avec ceux avec qui on travaille normalement en coaching, je ne peux donc pas être coach a priori. Voilà. Pourtant, je peux vous garantir que mes clients sont plutôt des amis, et que je pense, si vous leur demandiez, que j'arrive à garder la distance avec eux quand je travaille avec eux. Sans ça, ils ne resteraient d'ailleurs pas mes clients. Et donc, on a beaucoup travaillé sur cette attitude, sur ce que nous sommes. Ça nous a amené à l'AVDEC à faire une recherche, entre autres, sur la taxonomie qui existait autour du terme de consultant. Donc à essayer de retrouver, par analyse auprès de nos clients, ce qui s'appelait un consultant. Alors, je ne vais pas tout vous donner, mais très vite, juste pour s'expliquer, c'est que nous avons repéré les éléments suivants. Et vous allez voir que c'est là où il faut gérer le paradoxe, puisque vous-même, vous allez vous trouver dans des situations où j'ai bien compris que vous n'êtes pas que des coachs, comme nous. Donc vous allez vous trouver dans ces situations-là. Et donc on a fait ce travail-là parce que, encore une fois, tout le monde s'appelle consultant et on ne sait plus ce qui se cache derrière consultant. Alors derrière, déjà on ne sait pas derrière coach, puis alors derrière consultant on ne sait pas. Et j'ai même lu quelque part dans un site, que je ne citerai pas, mais qu'un coach n'était pas un consultant. Bon. D'ailleurs, au passage, on ne devrait pas être des consultants. Ben non, au sens sémantique du terme, on devrait être des consultés. Eh oui. Voyez. Donc déjà, on a fait une petite erreur au démarrage. Mais ça, c'est une spécialité aussi chez nous. Donc, on a repéré quoi? On a repéré un premier niveau. Alors, il n'y a pas d'ordre financier ou hiérarchique, évidemment, mais un premier niveau qui est l'expert. Alors, l'expert, je le qualifie très simplement, l'expert dit la vérité. Voilà, hein, pour faire simple, l'expert, c'est une typologie de consultant auquel on va avoir recours quand on a besoin d'avoir une vérité, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui fait que, il nous l'a dit, je peux l'appliquer. C'est l'expert comptable, c'est l'avocat, c'est un expert normatif qui peut vous dire la règle, c'est ça, voilà. Alors il est cher évidemment, mais enfin on ne l'utilise pas trop souvent, donc ça va. Il y a quand même un risque, c'est que ce ne soit pas un vrai expert. Voilà, donc on n'est jamais protégé de tout. Deuxième type de consultant, très intéressant, normalement totalement antinomique avec le coach, c'est le conseil. Alors dans le conseil, lui, il dit ce qui est bon. C'est-à-dire qu'en général, il a une bonne culture sur l'ensemble du domaine, il analyse le besoin du client, et il va orienter le client vers un choix. C'est comme ça que je me suis fâché avec une banque qui était venue me voir en me disant « Ouais, vous exagérez, vous dites comme défaut du conseil que le conseil n'est pas toujours fiable et pas toujours indépendant. Nous, on a des conseillers bancaires, ils sont totalement fiables, indépendants. Quand ils conseillent bien. » Oui. Est-ce qu'ils conseillent des produits de la Société Générale? Donc, vous comprenez que ce n'était pas la Société Générale. J'ai pas d'affection particulière pour celle-là, mais je vais poser cette question-là. Il me dit « Ah ben non !» Voilà, vous avez donné la réponse, ça va, vous avez la réponse à votre question et à mes affirmations. Ce ne sont pas des conseillers. Donc, ça aussi, hein, en terminologie, on abuse de ce mot-là, mais enfin, le conseil, son risque, c'est que ce ne soit pas un conseil tout à fait honnête. Bon. Le troisième niveau qui vous intéresse, c'est formateur.
consultant formateur, on en entend souvent parler, lui, il dit comment il faut faire. Alors, normalement, il maîtrise le sujet, il va accompagner les personnes, il va développer la compétence, il peut assumer d'ailleurs une responsabilité par rapport aux résultats aussi. Évidemment, dans la réalité, c'est la question de la maîtrise du domaine. Et là aussi, c'est intéressant parce que ça vous renverra à votre questionnement dans la certification, qui est la double compétence. Je suis coach, mais quel est mon niveau d'autres expertises? Je suis formateur, mais quand je vois se développer des formations de formateurs en Bac plus 3 ou Bac plus 5, ça me fait penser à des vendeurs qui ont appris la vente mais qui ne savent pas quoi vendre. D'accord? Donc si vous n'avez pas un métier, vous ne pouvez pas être formateur quelque part. Donc formateur de rien, ça n'a pas de sens. Vous voyez? Donc là aussi, dans les formateurs, on trouve de tout, et c'est pas pour rien que dans l'avenir, on pense que les formateurs devront aussi être certifiés, justement. Ensuite,